Dollar, dollar, nazana balar, putanga na bar. L'argent. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde travaille du matin au soir pour gagner de l'argent. Mais à quoi sert vraiment l'argent? Pour les citoyens, l'argent sert à 3 choses. Moyen de paiement qui facilite les transactions, moyen de conservation de la valeur et d'épargne. Unité comptable qui sert à déterminer le prix des produits ou des services. Donc, vous avez là les 3 fonctions de l'argent pour le citoyen. Mais à quoi sert l'argent à l'État, puisque c'est lui qui le fabrique? Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Devons-nous payer ou ne pas payer? Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie du tribut. De qui est cette effigie et cette inscription? De César? Rendez donc à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a longtemps, avant l'époque de Jésus, l'argent a toujours servi à l'État pour collecter l'impôt sur les revenus des citoyens et les entreprises sur son territoire, mais aussi surtout, et c'est ce que beaucoup de Congolais ignorent, l'argent aide l'État à gagner des bénéfices de seigneuriage lors de la création de la monnaie. Seigneuriage, c'est un avantage financier qui découle de la création de monnaie par l'émetteur. En gros, c'est à chaque fois que quelqu'un crée de la monnaie et il gagne de l'argent en créant cette monnaie. En fait, la taxe de seigneuriage a pris vraiment tout son sens à l'époque où il y avait des seigneurs en France, donc à partir du 5e siècle environ, pendant la période médiévale au Moyen-Âge. D'où vient cette taxe de seigneuriage? En fait, au moment de l'émission de la monnaie, par exemple, le seigneur émettait 1000 pièces qui valaient chacun un denier. Sur ces 1000 pièces émises, son coût de fabrication à lui, en payant les employés, en payant le métal précieux, en rémunérant tous les intermédiaires, son coût était disons de 400 deniers. C'est-à-dire qu'il émettait 1000 deniers sur le marché, pour un coût de 400 deniers, il récupérait donc 600 deniers pour lui directement dans sa poche. Il gagnait donc de l'argent gratuitement en émettant de l'argent, il gagnait de l'argent. C'est comme ça que les seigneurs se sont rémunérés, en plus des taxes et des impôts à l'époque, mais ils se sont fortement rémunérés grâce à cette taxe de seigneuriage qui leur permettait vraiment de financer tout dans la seigneurie. Ils émettaient plein d'argent, il n'y avait pas beaucoup de contrôle à l'époque de l'argent, il n'y avait pas de théorie économique ni rien, et donc ils émettaient plein d'argent, ils récupéraient la taxe de seigneuriage pour eux, et ils pouvaient donc émettre plein de monnaie sur le marché sans aucun problème. Même les seigneuries les plus modestes gagnaient beaucoup d'argent grâce à cette taxe de seigneuriage, donc imaginez les grosses seigneuries, elles étaient vraiment rémunérées par cette taxe de seigneuriage. Bien que cette taxe de seigneuriage prenait tout son sens avec les seigneuries et avec les seigneurs pendant la période du Moyen-Âge, la période médiévale, elle est toujours utilisée, et depuis le roi de Lydie jusqu'à maintenant, cette taxe de seigneuriage existe. Et presque tout le monde l'utilise encore, presque tous les pays qui ont leur propre monnaie utilisent encore cette taxe de seigneuriage. Prenons comme exemple la Banque du Canada. Ces dernières années, la Banque du Canada a émis chaque année 2 milliards de dollars pour un coût de 130 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent récupéré grâce à la taxe de seigneuriage. Vous faites le calcul, je vous laisse faire. 2 milliards moins 130 millions, ça fait un énorme gap. Il y a une troisième conséquence qui est très grave. C'est la perte de ce que j'appelle les revenus de seigneuriage. Les revenus de seigneuriage représentent les bénéfices que se fait le fabricant du dollar qui circule donc dans une économie donnée. Je m'explique. Vous voyez par exemple un billet de dollar. Pour imprimer un billet de dollar, vous avez besoin d'un papier et on a écrit dessus des dessins en verre. On a mis dans une machine photocopieuse et il y a quelqu'un qui a signé qu'on appelle secrétaire du trésor. Le coût de production de ce billet-là est de 10 cents. Mais une fois qu'on a produit le dollar vaut 100 cents. C'est ça la valeur faciale du dollar. La différence entre 100 cents et 10 cents, qui est le coût de fabrication, ça veut dire 90 cents, représente le bénéfice que se fait le fabricant du dollar. Maintenant, prenez autant de billets de dollars qui circulent en République démocratique du Congo, multipliés par 90 cents, vous trouverez que nous perdons des milliards. Ces milliards-là sont transférés subtilement chez le fabricant du dollar qui est donc le trésor américain. Et entre-temps, la Banque centrale congolaise encaisse des pertes parce qu'elle a perdu les revenus
qui pouvait lui revenir du fait que si la monnaie qu'on utilisait dans le pays était la monnaie imprimée par la Banque centrale du Congo. Donc il y a perte de ce que j'appelle les revenus de seigneuriage qui sont transférés subtilement au trésor américain au détriment de la République démocratique du Congo et par conséquent notre banque centrale à nous pour fonctionner, au lieu d'avoir ce bénéfice-là qu'elle peut utiliser, pour fonctionner notre banque centrale à nous encaisse des pertes. Et ces pertes sont couvertes par des subventions qui sont approuvées chaque année par le Parlement. Donc nous sommes en quelque sorte un pays qui fonctionne à perte parce que tous les bénéfices ont été pris par les Américains. Depuis la création du concept de l'argent au royaume de Lydie en 687 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, le seigneuriage a toujours été un moyen invisible pour les États de voler de l'argent à ses citoyens. Alors attendez, ça vous coûte 17 centimes et moi je l'achète 2 €. Où part la différence? La différence, elle part effectivement dans le budget de l'État. Mais pourquoi? Parce que c'est l'État qui encaisse ça. C'est l'État qui encaisse la différence. 1,83 € pour chaque pièce de 2 €. L'État, en même temps, vous garantit ad vitam aeternam que si vous allez payer avec cette pièce, si vous allez dans une banque avec cette pièce, vous aurez 2 €. Quel opérateur économique privé est capable de vous garantir sur 100 ans, 150 ans, la valeur d'un petit bout de métal comme celui-ci, qui en lui-même, effectivement, ne vaut pas grand-chose? Et cette différence-là, qui est liée au fait que c'est la puissance publique qui garantit, c'est ce qu'on appelle le droit de seigneuriage. Depuis la création de la monnaie de Paris en 864, c'est comme cela que ça fonctionne, avec la garantie de la puissance publique qui assure aux citoyens qu'ils pourront récupérer la valeur qui est sur la face de la monnaie. L'an dernier, ce droit de seigneuriage qui remonte au Moyen-Âge a rapporté 60 millions d'euros au budget de la France. Depuis les accords de Bretton Woods en 1944, l'Europe étant affaiblie par la Deuxième Guerre mondiale, le dollar américain devient la monnaie de réserve et du commerce international. Pour que deux pays fassent du commerce, ils doivent désormais faire leurs transactions en dollars américains. Les grandes monnaies avaient été laminées par la guerre, tous nos pays étaient endettés vis-à-vis des États-Unis qui avaient financé leur reconstruction, la livre sterling n'existait pas ou peu, le franc français non plus. 44 pays signèrent ces accords, pratiquement tous les principaux pays du monde libre. L'Union soviétique fut sollicitée mais choisit de ne pas signer. Ce fut un événement sans précédent. Le dollar étant devenu la monnaie internationale, c'est la monnaie par excellence. C'est un privilège que d'être le pays qui émet la monnaie qui sert aux autres. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'ils financent leur déficit? Comme tous les autres pays, d'abord avec leur propre monnaie, puis ensuite ils arrivent au bout, les autres pays, ils peuvent plus, et ils sont obligés de le financer avec du dollar, avec de l'or, et ils en ont plus ou moins, et quand ils en ont plus, ils sont bien obligés de limiter leur déficit. Donc dans tous les pays, il y a une sorte de mécanique automatique de limitation du déficit, parce que tout simplement, on ne peut plus le payer. Sauf pour les États-Unis, puisqu'ils financent leur déficit uniquement avec leur propre monnaie. Le président de Gaulle fut l'un des premiers à émettre publiquement des critiques. Comme il l'a dit dans les années 60, en tant que monnaie du monde, le dollar et les États-Unis disposaient d'un privilège exorbitant. Ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre, et non pas avec de l'or qui a une valeur réelle qu'on ne possède que pour l'avoir gagné et qu'on ne peut transférer à d'autres sans risque et sans sacrifice. Il cultivait une certaine brutalité typique des Texans, et il leur a dit « Écoutez, si vous voulez continuer à bénéficier du soutien militaire américain face à la menace soviétique, c'est vous les gars qui allez devoir faire baisser vos monnaies. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a que comme ça que nous pourrons réduire notre déficit. » On arrive à la suppression du système de Bretton Woods par un coup de force, qui est celui que Nixon fait au 15 août 1971 et qui va décider de couper tout lien avec l'or et de faire du dollar une monnaie flottante. Quand on est en système de change flottant, on est dans un système complètement différent où c'est précisément l'offre et la demande de chacune des monnaies sur le marché mondial qui fait les prix. America today
has the best opportunity in this century to achieve two of its greatest ideals, to bring about a full generation of peace and to create a new prosperity without war. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. Le 15 août 1971, le dollar américain détache sa valeur de toute correspondance à l'or et impose de force au monde entier un prix du dollar déterminé par sa valeur aux autres monnaies. À partir de ce moment, les USA peuvent imprimer des billets à volonté et les exporter dans le monde entier sans craindre aucune inflation sur son territoire. Un billet papier qui ne coûte que 10 cents fait gagner aux USA sur le marché de devises un bénéfice de seigneuriage de 99,9 $ par billet imprimé. Imaginez combien d'argent les USA se font sur la République démocratique du Congo, où 95% des transactions se font en dollars américains depuis 50 ans. En résumé, ce qu'il faut retenir, chaque fois que vous vous faites payer en dollars, vous donnez gratuitement 90% de la valeur de la somme reçue aux USA sans le savoir. Comme un esclave qui travaille à 90% gratuitement pour le pays de l'oncle Sam. Ainsi, les riches américains volent d'une façon invisible les pauvres Congolais depuis plus de 50 ans. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation en RDC ? Quelle solution avons-nous pour éviter ce colonisme invisible des Américains qui dure depuis plus de 50 ans ? Les États-Unis d'Amérique n'ont pas cherché à imposer leur monnaie en République démocratique du Congo. Le dollar a été accepté par la population congolaise contre les avis même des officiels, parce que les officiels ne se sont jamais prononcés qu'ils voulaient adopter le dollar. La constitution de la RDC, dans son article 170, dit très clairement que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Quand on dit seule monnaie, ça veut dire qu'il y a exclusivité monétaire, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas une autre monnaie, une monnaie étrangère ici. Mais le public n'est pas naïf. Quand vous dites à un public que la seule monnaie que vous devez utiliser, c'est le franc congolais, et que le public réalise que le franc congolais ne conserve pas de valeur. Si vous avez 1000 francs congolais aujourd'hui, à la fin du mois, ça ne vaut plus 1000 francs congolais, ça vaut moins que ça ne vous donne plus le même pouvoir d'achat. Le public était très intelligent. Le public a compris qu'il ne fallait pas garder les francs congolais, il fallait embrasser donc des monnaies qui pouvaient lui assurer donc cette stabilité que le franc congolais ne lui donnait pas. Donc ce ne sont pas des Américains qui ont imposé malicieusement donc leur monnaie ici, bien que ils se sont accommodés de la situation. Les États-Unis n'ont jamais refusé le fait que le dollar soit utilisé au Congo. Mais le phénomène s'est développé tout seul, avec bien sûr la participation du public congolais qui était demandeur de cette protection de son pouvoir d'achat. Pour mettre fin à la dollarisation, il faut faire exactement le contraire de ce qu'on a fait qui nous a amené à la dollarisation. Qu'est-ce que nous avons fait qui nous a amené à la dollarisation ? Nous avons manqué de vision de développement. Quand on a une vision de développement, on sait qu'il y a un certain nombre d'actions qu'on doit mener pour développer la RDC progressivement, arriver à un objectif bien spécifique. Nous avons manqué cette vision de développement depuis plusieurs années, depuis les années de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Les Congolais ne savent pas pourquoi leur pays travaille. Tantôt, on nous dit objectif 80, première place, oui, deuxième place, et là, il y troisième avait place. $1 égale 1 Zaïre. Oui, j'arrive, mais on a lancé, on n'a pas préservé cette valeur-là, parce qu'on n'a pas poursuivi avec des politiques qui pouvaient soutenir la valeur de la monnaie. Deux, il nous faut, au-delà de la vision de développement, conduire maintenant des politiques économiques, des politiques budgétaires qui sont responsables et qui sont crédibles, qui permettent d'attirer des investissements au lieu de faire fuir des investissements. Depuis le temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, on a eu des politiques en dents de scie. Par exemple, Mobutu dit, nous allons développer le secteur privé. Mais entre-temps, il nationalise les entreprises étrangères dans le pays. Il fait fuir des investissements donc dans le pays. Nous avons connu la période de Kabila Père, de Kabila Fils, où on nous parle donc de ce que j'appelle l'économie sociale du marché. Je ne sais pas ce que ça signifie.
Et tout ce qu'on faisait, c'est faire fuir des investissements. Il y a la corruption, la prédation des ressources naturelles, il y a manque d'investissement dans les infrastructures de base. Tout cela ne crée pas un bon environnement pour attirer des investissements, pour que les entreprises viennent s'installer dans le pays, produire pour exporter et créer donc des emplois pour les Congolais. Troisième élément important que nous avons fait, c'est que la conduite de la politique budgétaire a été tellement mauvaise que plusieurs gouvernements successifs se sont donnés à ce que j'appelle les déficits budgétaires exorbitants. Et quand on a un déficit budgétaire, on le couvre comment? Il faut regarder les réserves d'échange que nous avons au niveau du pays. Nous n'avons jamais eu beaucoup de réserves d'échange pour pouvoir faire face au déficit budgétaire donc croissant du gouvernement. Par conséquent, parce qu'on n'a pas suffisamment de réserves d'échange, nous avons soit fait recours aux aides internationales, aux appuis budgétaires qui viennent de la Banque mondiale, du Fonds monétaire. Et ces appuis budgétaires-là, ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas tellement important, ce n'est pas durable. On peut les avoir une fois, mais on ne va pas les avoir toutes les années pour faire face à tous les déficits budgétaires que nous provoquons en dépensant trop d'argent par rapport à ce qui entre dans les caisses. Maintenant, le reste du déficit qui reste est financé comment? On fait pression sur la Banque centrale pour que la Banque centrale tourne la planche à billets. Quand la Banque centrale tourne la planche à billets, elle crée trop d'argent en francs congolais qui n'est pas soutenu par une production nationale ou bien par un matelas de devises. Et par conséquent, on aboutit à avoir des taux de dépréciation monétaire très élevés parce que trop de francs congolais par rapport à un petit matelas de devises, il faut donner un petit dollar pour obtenir beaucoup de francs congolais. C'est comme ça que les taux de dépréciation monétaire donc, ont été enregistrés donc, au Congo. Taux de dépréciation monétaire implique aussi taux d'inflation très élevé parce que la plupart des biens que nous consommons dans notre pays, nous les importons à l'extérieur. Quand on importe à l'extérieur, en payant en dollars, le dollar qui coûte plus cher par rapport au franc congolais, quand on vient avec ces biens ici pour les vendre, on les facture à un prix très élevé, ça entraîne une augmentation donc, des prix à la consommation. Donc, dépréciation monétaire causée par une mauvaise politique budgétaire et mauvaise politique budgétaire qui revient aussi, qui doit être combinée avec la politique économique. Maintenant, pour mettre fin à tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ait une vision de développement. Et moi, je vous ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision pour sortir du Congo, le Congo, du sous-développement, en faire un pays émergent en 15 ans. 2, il faut avoir de bonnes politiques économiques et de bonnes politiques budgétaires. Je dis bien que l'État doit cesser la mauvaise habitude de vivre au-dessus de ses moyens. S'il faut émettre des emprunts pour emprunter de l'argent parce qu'aucun État ne peut vivre sans emprunter, il faut que ce soit fait de façon ordonnée pour qu'on ne puisse pas aboutir à la création monétaire, à la planche à billets dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui cause la dépréciation monétaire. 3, maintenant, il faut regarder la politique monétaire et d'échange conduite par la Banque centrale. Cette politique doit être autonome, indépendante, de façon telle que la Banque centrale soit à mesure, si c'est nécessaire, de dire non aux politiciens. Si les politiciens viennent et vous disent « nous avons besoin de dépenser 1 milliard donc, de francs congolais », que vous n'avez pas donc dans les caisses, la banque doit être à mesure de dire non si elle estime que cela n'est pas possible. C'est pour cela que j'ai publié ce livre ici, Building Credible Central Banks, Policy Lessons for Emerging Economy. Dans ce livre, je montre comment une banque centrale crédible a la capacité de conduire la politique monétaire et la politique d'échange de façon autonome et indépendante en tenant compte que de l'objectif de pouvoir assurer la stabilité donc, de la monnaie. Mais si cela n'est pas possible, il faut être en mesure de regarder les politiciens donc dans les yeux et leur dire, vous savez quoi, nous ne pouvons pas faire ce que vous nous demandez de faire. J'ai appris cette leçon-là d'un ancien gouverneur de Banque centrale américaine, Paul Volcker, qui a été mon professeur. Paul Volcker nous a dit, la meilleure banque centrale dans le monde, c'est celle qui doit être prête à dire non aux politiciens si les conditions ne sont pas réunies et qui pourraient aboutir à l'instabilité donc monétaire. Donc, si nous faisons ces choses-là, et nous avons une économie qui produit pour exporter, pour gagner des devises, pour renflouer les matelas de devises dont le pays donc a besoin pour constituer des réserves d'échange. On doit être à mesure de donner au peuple congolais ce que j'appelle une monnaie nationale crédible. Et c'est pour ça que j'ai publié le livre qui s'intitule « La bataille pour une monnaie nationale crédible », c'est-à-dire une bataille que pas Noël Tchani seulement, pas les gouvernants seulement, pas la Banque centrale seulement, mais tout le peuple congolais doit mener cette bataille-là pour qu'on aboutisse à une monnaie crédible. Et je vais m'expliquer. Quand vous allez en Europe,
Vous allez trouver que quand vous essayez d'utiliser en France le dollar américain pour acheter des choses dans les magasins, c'est le public qui va refuser le dollar américain dans les magasins parce que le public a été dressé contre la dollarisation. Si vous allez aux États-Unis, vous amenez l'euro de l'Europe. Pour acheter avec l'euro des biens dans les magasins, le public américain va refuser. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dressés contre l'euronisation, donc l'usage de l'euro aux États-Unis. Mais quand vous arrivez au Congo, avec toutes les monnaies du monde, y inclut la monnaie américaine, l'euro, la monnaie de tous les pays voisins de la RDC, le peuple congolais est tout à fait content d'accepter ce qu'ils appellent les devises étrangères, au détriment de leur propre monnaie. Donc nous devons dresser la population congolaise contre la dollarisation pour que nous puissions réussir cette bataille-là de donner au peuple congolais une monnaie nationale crédible. Ce reportage vous a été présenté par Konzo Force, le secret de la force des hommes depuis le temps de nos ancêtres. Konzo Force. You want to work 10 times stronger than usual, to do overtime, and have a happy couple. The solution is Konzo Force, a 100% natural product made from Congo plants, well balanced by the latest technology specialist of American medicine, and especially very affordable. With only $20, get a box of 5 bags of Konzo Force delivered to you in 2 days. To buy now, go on www.zando.congomakili.com. Konzo Force, the secret of men's strength to satisfy women since the time of our ancestors.